Incroyable Dashi, nous te disons merci. Dashi, incroyable Dashi, je te dis merci. Hey. Wow, ça c'est un extrait de l'hommage rendu à Didier Arafat par son propre grand frère TV3 Didier. Vraiment, ce titre me donne la chair de poule. C'était juste aussi pour l'honorer parce que c'est quelqu'un que j'ai eu le temps de connaître depuis le décès de son petit frère et que j'apprends à respecter parce que vraiment, il porte vraiment la casquette de grand frère dans le sens propre du terme. Il se comporte en un grand frère d'amour et c'est vraiment rare de nos jours. Et je vais mettre le lien de la vidéo complète sous cette vidéo pour que vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, de pouvoir la regarder. Vraiment, c'est un très bel hommage, mais on sent la douleur, la peine dans sa voix et dans cette chanson. Waouh! Daïchi, Didier Arafat. Influemento, Burus Sama. Qu'est-ce que je vais dire? Si quelqu'un n'a pas peur de toi et des Chinois, aïe, ce qui s'est passé le 12 était magique, phénoménal, gigantesque. Tellement il était spectaculaire que pour beaucoup de personnes, c'est improbable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai publié sur mes pages, de réseaux sociaux certaines images de cette commémoration d'été 1 an de disparition. Et certaines personnes m'ont envoyé des messages inbox et d'autres sur ma page ont commencé à me dire comme quoi soit tu étais dans la franc-maçonnerie, soit tu t'es tué, soit on t'a tué. Bref, les commentaires vont de part et d'autre et ça ne va jamais finir. Je fais juste cette vidéo pour te rendre hommage à ma façon. Ma façon vraiment pour te rendre hommage et te dire merci comme ton frère l'a dit pour ce que tu as. C'est-à-dire que les esprits dans le monde que tu touches, c'est pas seulement des jeunes, de tout ce que tu touches parce qu'ils sont, on ne peut même pas contrôler. Tu avais raison de nommer tes fans les Chinois. Il n'y a personne en Afrique qui atteint ton niveau. Ça, il faut le dire, respect. Donc, par rapport à ces commentaires, je vais profiter dans cette vidéo pour vous dire ce que je pense qui a tué Arafat. Mais avant d'en arriver là, je veux d'abord vous dire des petites choses qui, selon moi, m'ont marqué quand je regarde l'artiste. Arafat commence très jeune, tout le monde connaît son histoire. Mais je tiens à parler de certaines choses particulièrement, comme le fait qu'il ait quitté sa maison à un très jeune âge pour aller dans la rue. Et pourquoi il l'a fait? Parce que c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait. Il avait préféré être un sans-abri que de rester chez son père et ne pas poursuivre sa passion. Parce que son père, comme beaucoup de nos parents africains, moi-même j'étais quelqu'un qui faisait énormément du sport, je courais beaucoup. Et je me rappelle aussi, mon coach est venu voir mon père pour lui dire que non, il a envie de me mettre dans l'équipe. Mais mon père l'a chassé avec la machette, l'enfant doit aller à l'école. Parce que, en fait, nos parents, c'est ce qu'ils pensaient, ils se disaient que l'école était la meilleure des voies. Vous tous, vous savez que quand tu choisissais le sport, la musique, certaines choses comme ça, on te voyait comme quelqu'un qui a échoué dans la vie, quelqu'un qui a raté sa vie. On ne savait pas que c'est un métier ou une carrière comme tout autre. Si c'est ta voie, il faut qu'on t'oriente dans cette voie-là. Donc lui, étant très jeune, à 12 ans, parce que des fois, il confondait des âges, mais je crois, il dit qu'il est parti à 12 ans, 14 ans, il est parti de chez lui. Combien de jeunes ont le courage, quand ils ont une maison où dormir, où manger, mais ils préfèrent aller dans la rue et suivre ce qu'ils veulent suivre, que de rester là et ne pas réaliser leurs rêves. Donc ce qu'Arafat a fait là, très peu de gens le font. Parce que nous tous les êtres humains là, nous avons tous des talents. Mais il faut le courage et la détermination, la discipline pour faire réaliser ton talent. Parce que le talent ne suffit pas. Beaucoup de gens sont talentueux, mais il faut ajouter un certain nombre de disciplines, du travail pour atteindre, pour être différent, pour sortir du lot, si je peux le dire ainsi.
Et il l'a fait. Il est sorti de l'eau. Tout le monde connaît son histoire avec Roland Lumbengis. Il a fini par croiser le Roland Lumbengis. Il sort Jonathan. Et c'est encore dans l'humilité parce qu'il faut vraiment être humble. Parce que quelqu'un t'a appris les atalakou et on te demande en studio de faire une chanson sensée, tu décides de commémorer ton grand frère dans une chanson entièrement. Le nom, le titre de la chanson, c'est Jonathan. Il faut le faire. Il l'a fait. Tout le monde, beaucoup de gens, même les musiciens qui l'ont inspiré, l'ont connu grâce à ce Jonathan. Il avait à peine 16, 17, 18 ans par là. Et des gens qui disent aujourd'hui qu'il est entré dans la franc-maçonnerie. Je demandais, à 17 ans là, il était déjà dans la franc-maçonnerie. Parce qu'à 17 ans là, le morceau, parce que ça venait juste après les Douk Saga, les gens connaissaient les Molars et il est venu avec son Jonathan. Partout, on le connaissait déjà. Moi, j'ai suivi les interviews avec les maîtres Gims, les NASA, bref, tous ces gens-là qui aujourd'hui ont commencé la musique peut-être à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Eux, ils disent qu'ils connaissaient déjà Arafat avec Jonathan. Ils ont commencé à suivre Arafat avec Jonathan. Arafat les a inspirés. Arafat avait aussi quelque chose de très humble. Le premier conseil qu'il fait au palais comment vous appelez votre palais là, à Abidjan, beaucoup de gens avaient gagé qu'ils ne pouvaient pas remplir cette salle. Qu'un DJ, un chanteur de couple décalé, il va commencer comment? Mais comme il aimait les défis, et dans sa tête, il avait l'esprit gagneur. Il s'est dit qu'il va le faire. Et il l'a fait. Il a plus que rempli la salle parce que selon ce qui était écrit, je crois que cette salle prend 4000 personnes, mais il avait fait 6000 personnes. Il a fait un geste. Beaucoup de gens peut-être vont dire que ne vont pas voir. Moi, je vois que c'est de là où part son lien, son amour. L'amour entre lui, cet amour fort qu'il y a entre lui et les Chinois. Quand il a fini son concert, il s'est mis à genoux. Généralement, comptez-moi, dites-moi combien de célébrités. Quand tu prends déjà le micro, nous on connaît, surtout nous les Noirs. Dès que tu es un peu célèbre, vraiment, c'est à peine si tu es humble. C'est à peine si tu peux même te mettre à genoux devant. Mais il s'est mis à genoux devant ses femmes pour leur dire merci. Que vraiment, grâce à vous et grâce à Dieu, c'est ce qu'il avait dit, je crois, vraiment, on a pu réaliser ce que beaucoup de gens ont dit que je n'allais pas réaliser. Je ne peux que vous dire merci. Et il s'est mis à genoux. Ça, c'était un geste très fort. Et c'est comme ça que moi, je pense que son amour est freiné pour lui et les Chinois de là où ça part. Et il a continué à travailler. C'est quelqu'un qui ne dormait pas. Il disait que quand il sortait une chanson qui moussait comme dans ses propres thèmes, mais pendant que ça mousse là, il ne se dit pas que non, j'attends 6 mois, j'attends 1 an. Non, pendant que c'est en train de mousser, il est déjà en train de réfléchir comment il va sortir une autre chanson qui sera même plus forte ou plus belle ou bien plus, je ne sais pas, que celle qu'il a sortie au préalable. Donc c'est quelqu'un qui travaillait constamment, il se réinventait, il était créatif. Quand il sort une chanson, il essaie de dire quel est le concept que je peux mettre à côté pour accrocher les gens. Quelqu'un qui travaille comme ça et aujourd'hui, quand on dit qu'il était dans la franc-maçonnerie ou bien que son aura il est allé acheter, moi je ne comprends pas. Quand est-ce qu'on va... C'est parce que ça aussi, ça effraie. Je ne dis pas que chez nous, on est parfait. Il y a des gens peut-être qui touchent des choses comme ça. Mais il faut aussi qu'on accepte que les gens ont le fruit de leur labeur. Quand tu travailles Dieu, tu reçois le fruit de ton labeur. Il faut qu'on apprenne à accepter. Parce que chez nous, c'est devenu trop facile. Pas facile en fait. Dès que quelqu'un se démarque et fait des choses, non. Il est compliqué. Non, il a mis la main dans quelque part. On ne met toujours pas la main dans quelque part. Regardez un peu le fonctionnement de sa vie. Il part d'une chambre, un studio, une maison. Vous regardez même la transformation physique et psychologique de l'être humain. Il s'est arrêté en 6e. Regardez comment il s'exprimait avant, à 24, 25, 26 ans. Regardez celui qui s'exprimait à 29 ans, 30 ans, 31 ans. Tu peux sentir qu'il apprenait, tu peux sentir qu'il se donnait. Mais toujours, les gens n'observent pas ça. Le pire, c'est que chaque fois que quelqu'un devient célèbre ou que quelqu'un devient riche, les gens ne se demandent pas comment est-ce qu'il a fait. Ne regardent plus le parcours, ils oublient le parcours. Et ils se voient seulement, non, comment il a fait pour arriver là? C'est trop facile. Moi, même si ce n'est pas que c'est trop facile, il a travaillé dur. Mais est-ce que toi, qui le critique là, est-ce que toi, tu peux accepter de faire ce même sacrifice pour en arriver là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour ça donc que c'est plus facile pour toi de trouver l'excuse que non, il a mis les mains quelque part ou non, ceci s'est passé, c'est pour ça qu'il a cette notoriété. Non, il faut un peu qu'on arrête ça. Il était un leader. Il n'était peut-être pas un leader né parce que aussi selon ce que j'apprends, il était très timide. Mais il a travaillé
son énergie, sa façon de faire, son leadership. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, malgré qu'il n'est pas là à l'école, souvent il m'impressionnait même dans ses interviews. Le charisme qu'il avait, la présence qu'il avait quand il se mettait par exemple devant les interviews. J'ai vu certaines de ces interviews qu'il faisait en Europe, mais la posture, tu te poses la question. Il savait sa valeur et surtout quand il était à l'extérieur, et il ne discutait ça avec personne. Vous voyez quelqu'un qui est jeune, qui prend une gouvernante. Il a pris Olivier chez lui, je crois qu'il avait à peine 23 ans. À cet âge-là, vous savez, quand tu as l'argent, tu deviens fou, tu parles aux gens n'importe comment. Je ne dis pas que leur relation était parfaite, mais elle était bonne relation, parce que si elle n'était pas, elle aurait démissionné depuis. Parce que quand elle a connu, il avait 23 ans, il n'était pas encore Arafat qui est décédé l'année dernière. Mais elle est restée avec lui pendant toutes ces années, pendant qu'il était en train de progresser. Voilà les gens, les Olokwacha. On connaît l'humilité de quelqu'un quand il ne se sépare pas des gens avec qui il a commencé, surtout si ces personnes ne le trahissent pas. C'est pour ça qu'il était toujours avec ces personnes. Ça, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui est humble. Certes, les gens le voyaient souvent comme il faisait le clash, on dit il est arrogant. Lui, il faisait ça dans le sens du travail. Ne confondez pas tout. Il faisait ça dans le camp du travail. Et il a même dit, il faisait pour pousser ses collègues artistes, tellement il aimait le coupé-décalé. Et il voulait qu'on respecte le coupé-décalé. Donc, il fallait qu'il pousse. Il ne pouvait pas être le seul à chanter le coupé-décalé et espérer que dans le monde entier, on va le suivre seul. Il a compris. Pour qu'on fasse quelque chose qui ait plus de valeur et qui ait plus d'impact, il faut un bon nombre de personnes. Une personne ne peut aller loin nulle part. Mais ensemble, on peut aller plus loin. Ça, c'est la loi de la nature. Et il a compris ça. C'est pour ça qu'il a engueulé ses collègues artistes. Pour que tu viennes sortir maintenant une chanson, il faut réfléchir à 2 fois pour savoir que vraiment ce que tu vas faire sortir là va quand même cartonner. Sinon, tu sais qu'Arafat va t'engueuler. Et comme tu ne veux pas qu'il t'engueule, il te met au travail. Il leur faisait des défis comme ça, qui les poussait à travailler au jour le jour. Comment ne pas aimer quelqu'un comme ça? Moi, je pense en fait qu'il n'y a personne qui détestait Arafat. Ceux qui on croit qu'ils ne l'aimaient pas, plutôt étaient simplement jaloux. Tu peux ne pas aimer sa musique, tu peux ne pas aimer sa façon de faire, mais tu vas respecter sa notoriété. Parce que les gens disent qu'il n'était pas un bon exemple pour la société, pour les jeunes. Quel était, quand tu dis dans ses chansons qu'il faut chercher pour toi, quand il dit dans ses chansons qu'il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras, il faut être fort. Quel que soit ce que tu fais, il ne faut jamais laisser que la vie te domine. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez qu'il prenne un livre ou la Bible pour écrire? Il a même dit une fois que vraiment lui n'est pas Dieu ou Jésus. Si tu veux connaître les choses de Dieu, prends la Bible, tu lis. Ça, ce n'est pas son travail. Et il a raison, ne confondons pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde confond tout. Tu es ceci, tu parles de Dieu. Donc, tout le monde parle de Dieu n'importe comment et n'importe où. Et beaucoup de gens prennent même ce même Dieu-là pour tromper les autres. Mais au moins, lui, il était vrai, il était authentique, il était trop limpide. Il était transparent. Et le monde n'aime pas les êtres humains comme ça. Le monde n'aime pas les gens transparents. Le monde aime les gens hypocrites qui viennent montrer un autre visage. Alors que ça, ce n'est pas eux. Arafat était vrai. Il était vrai, il aimait les gens. Il a fait beaucoup de choses. Depuis qu'il est mort, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui allaient sur les réseaux sociaux pour dire Arafat m'a fait ceci, Arafat m'a donné ceci. Je sais que beaucoup d'autres personnes donnent. Mais les gens comme ça, des fois, on se dit que quand ils ont l'argent, ils se vendent, ils ne font pas ceci. Mais il faisait beaucoup. Il faisait beaucoup. Et il aimait tellement son pays. Un artiste qui a compris, il était tellement intelligent et futé que il a fait les featuring avec la plupart des grands artistes de plusieurs pays en Afrique. Il faut le faire. Et tous ceux avec qui ils ont fait les featuring l'ont connu quand lui, il était encore petit, même s'ils ont plus ou moins le même âge. Parce que j'ai entendu Maître James dire que Arafat l'a inspiré, qu'il connaît Jonathan, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour avoir un remix avec Jonathan, tellement il aimait cette chanson. La seule chose qui me fait mal, c'est que si Arafat avait réussi à faire un featuring peut-être avec quelqu'un comme Lil Wayne. C'est quelqu'un qui était capable de venir aux États-Unis faire un concert et remplir une salle de 50 000 personnes. Il avait le talent, il avait le charisme, il avait la prestance, il avait tout ce qu'il fallait. Il était un artiste au sens propre du terme. Mais malheureusement, c'est triste de savoir qu'aujourd'hui, ce n'est qu'après sa mort que tout ce monde, il savait que les Chinois l'aimaient. Mais ce qui l'embêtait beaucoup plus, c'est le fait que ses collègues et certaines personnes en haut, ses grands frères, ne le supportaient pas malgré tout le travail qu'il mettait pour relever, pour
le couper-décaler au niveau mondial. Il ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il savait déjà à l'extérieur, il était aimé. Ça, il faut le dire. J'ai vu un de ses concerts au Tchad. Je ne sais pas s'il y avait 30 ou 40 000 personnes. J'étais sidérée. Il savait qu'ailleurs, on lui dressait le tapis rouge. Chez lui, en Côte d'Ivoire, c'est les fans, les Chinois, lui, le faisaient. Mais il y avait beaucoup de personnes dont il estimait que par rapport à son apport dans la musique, dans la culture, de la musique de la Côte d'Ivoire en particulier, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas le respect qu'on lui doit? On va dire qu'il a... Je ne sais pas, on n'achète pas les prix. Hein. Ce gars a gagné 2 Cora, les MTV Awards. Forbes, c'est une organisation internationale indépendante. Personne ne les paye pour dire, voici le plus grand artiste, voici le plus grand footballeur, voici le footballeur le plus payé. Vous voyez ça? Parce que beaucoup d'Africains suivent le football. On va dire, Messi est le plus grand l'un des footballeurs les plus mieux payés. Messi n'a pas payé pour que Forbes dise ça. Mais quand en 2015, ils se lèvent, ils disent que Arafat est l'artiste le plus influent, est l'artiste le plus influent d'Afrique. Il faut le faire. Et avant sa mort, il était le 3e derrière 2 Nigériens. Ça encore, je dis, je respecte beaucoup parce que chez nous, les francophones, si Arafat était un anglo-saxon dans un pays anglo-saxon, c'est que peut-être il n'est pas mort, très sincèrement. Mais chez nous, les francophones, on est méchants, on est encore même plus jaloux que les anglo-saxons. Parce qu'il est premier, il est l'artiste le plus influent en 2015. Et n'oubliez pas ceci, en Côte d'Ivoire, il y a 30 millions d'habitants. Au Nigeria, il y a 220 millions d'habitants. Regardez la différence. La balance est tellement déséquilibrée. Mais il réussit malgré ça. Que notre langue est même d'abord un inconvénient. Parce que dans le monde entier, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Donc lui parle le français. Mais malgré ça, il ne se mettait pas les barrières. C'était un détail pour lui. Ce qu'il avait à faire, il le faisait. C'est pour ça que les gens comme Devito, comme Jay Martins, comme Yemi Alade venaient en featuring avec lui malgré le fait qu'il ne parlait même pas la langue. Parce qu'il avait un impact. Quand il chantait dans ta chanson, tu peux sentir l'écho qu'il apporte dans ce featuring. Il avait une présence, je ne sais pas si tout le monde le voit comme moi, mais il avait quelque chose de spécial. Et je ne sais pas, je crois qu'il a travaillé ça. Parce que quand tu le vois dans Jonathan, il était encore un enfant, il était timide, mais au fur et à mesure, tu voyais... Il travaillait sur comment je vais dire, sur sa confidence, oui, je peux dire. Et il l'a acquéri au point où il savait. Dès qu'il pose seulement sa voix, même la façon dont il appelle les gens dans les musiques, beaucoup d'artistes africains ne le font pas. J'ai l'habitude de faire certaines comparaisons et puis les gens se fâchent que non, tu ne peux pas faire ça. Mais je dis ça avec tout le respect. Hein. Quand moi je regarde en Côte d'Ivoire, seulement je parle d'abord parce que déjà au niveau de l'Afrique, il y a très peu comme lui. Il faut parler sincèrement. Mais je dis encore, le fait qu'il était là où il était, c'est parce qu'il était dans un pays francophone. Nous les francophones, on aime d'abord les autres avant qu'on s'aime. Le seul pays en Afrique où eux ils aiment leur musique, quelle que soit lambda, c'est les Congolais. Pour eux, je crois que c'est une tradition. Peut-être s'ils n'aiment pas leur musique, la coutume va les arrêter. Peut-être c'est pour ça le cas. C'est les seuls francophones africains qui adorent leur musique partout où ils sont. En dehors de, que ce soit les Camerounais, les autres, ils adorent d'abord les autres. Et puis après maintenant, quand les autres commencent à aimer leur, et c'est comme ça qu'ils commencent aussi un peu à aimer. C'est comme ça que nous, les francophones d'Afrique, on est. Donc je disais tantôt que si il était un anglo-saxon, ce que même les maîtres Gims là, au niveau de la France là, c'est qu'il n'y a pas match. C'est quelqu'un qui aimait tellement la Côte d'Ivoire, il aimait tellement son pays que il est rentré en Côte d'Ivoire. Il aurait pu rester en France. Même quand il avait les problèmes avec la justice, il aurait pu rester et dire que qu'est-ce que je fais même là-bas? Il aimait tellement l'Afrique. Non, je suis africain, je suis ivoirien, je vais y rester, quel que soit le challenge. Ça, c'est quand vous appelez, vous les Ivoiriens, un garçon. Même quand il a eu les problèmes, il a pris le courage, il est rentré. Les gens vont dire oui, parce qu'il savait qu'on ne va pas l'attraper. Non, il ne savait pas. Quand tu vois ces vidéos, à un moment, tu sentais qu'il avait la troupe. Personne ne veut aller en prison. Mais il est quand même rentré. Que si c'est là-bas qu'on va seulement m'arrêter. Il était un génie dans ce qu'il faisait. Mais chez nous, on a de la peine à apprécier les gens. On veut toujours mettre tout ce genre de connotations avec des trucs mystiques pour dire comme quoi il a... Non, ce n'était pas le cas. Ce gars a mérité, il a travaillé année après année pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Même quand... Une chose qui m'impressionnait encore sur lui, il pouvait être ton ennemi, hein. Il ne te parle pas, il t'appelle Basolo Yoyo. Basolo, c'est comme il aimait. Il avait créé lui-même ses vocabulaires qui étaient très impressionnants. Il avait aussi ça, c'est-à-dire que c'est le génie. Il te dit, voilà mon mot. Et parce que
c'est là où tu vois vraiment où quelqu'un est vraiment un leader. Parce que beaucoup de gens sont des moutons, ils sont que des suiveurs. Il crée ces mots, vous parlez, vous dites ce que vous dites. Il a créé et finalement ces mots sont devenus en fait un peu... Et comme il le disait, s'il vivait longtemps, il allait créer son vocabulaire. Et ça avait un sens ce qu'il disait. Ça avait un sens. Donc lui, ayant fait tout ça, je disais tantôt que même quand il était ton ennemi, même quand il ne t'aimait pas ou bien vous avez des problèmes, mais il y a une chose, si vous avez remarqué, il n'allait jamais venir devant les camarades dire que peut-être tu n'es pas bon ou bien tu n'es pas talentueux simplement parce que vous êtes en problème, non. Avant Arafat, est-ce que vous avez un jour vu un musicien qui chante et qui crie le nom de ses arrangeurs comme si c'était Champikilo, Marcero, pam, pam. Baby Philippe, même quand il ne parlait pas avec Baby Philippe, il continuait de confirmer que Baby Philippe était un grand arrangeur. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est humble, que quelqu'un est vrai, que quelqu'un est authentique. C'est pas parce que tu as les problèmes avec quelqu'un que tu ne reconnais pas le talent ou bien la valeur de quelqu'un. Non, parce que vous avez eu des problèmes dans un domaine différent. C'est tout. Et il le faisait. Maintenant, je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a tué Arafat? En fait, Arafat s'est tué lui-même sans le savoir. Comment? Nous tous les êtres humains que vous voyez là, nous fonctionnons avec de l'énergie. Nous sommes comme des radios, on capte l'énergie. Si tu envoies des énergies positives, c'est l'énergie positive qui revient. Tu envoies les énergies négatives, c'est les énergies négatives qui viennent. C'est un peu, je vais faire ça une analogie très simple. C'est un peu comme quand tu sèmes du maïs. Tu ne peux pas récolter le haricot, tu vas récolter du maïs. C'est un peu ça. Et je vous dis donc comment. Arafat, depuis le début de sa carrière, quand il a commencé à avoir 1-2 ans, il savait qu'il avait déjà la notoriété. Il a dit même une fois dans une interview, que ce soit les journalistes, les animateurs, ses propres collègues musiciens, tout le monde lui en voulait. Il sentait que les gens lui en voulaient tellement, ils étaient même prêts à le buter. Et il a dit que s'ils avaient moyen de me buter un jour, ils allaient me buter et pour que je meure. Donc j'ai vu au moins une vingtaine de ces interviews où Arafat parle de la mort avec tellement d'énergie. Et quand tu parles comme ça, tu sais que tu attires dans cette énergie de la mort. L'énergie de la mort était autour de sa tête. Parce qu'il parlait tellement de ça, avec tellement de vigueur. Oh, quand je vais mourir, ceci. Ou si je meurs. Oh, quand ceci, c'est là. Oh, si je fais l'accident. On parle de la vie, on ne parle pas de la mort. C'est pour ça que même nous, quand on est petit, quand tu dis des choses qui ne sont pas bien, tes parents ou bien te disent, ne dis pas ça parce que avec ta propre bouche, tu peux soit te maudire, soit te bénir. Moi, sincèrement, je pense simplement qu'Arafat a tellement parlé de la mort. Et depuis quand depuis là, j'ai vu un de ses interviews, il avait, je crois, à peine 23, 24, il parlait déjà qu'on veut le tuer. Et ça a donc commencé à rôder. Il a cultivé ça dans son esprit pendant des années. Il ne faisait que parler de la mort. C'est pour ça que constamment, il revenait parler de la mort. Il va dans une interview, on lui pose même les questions sur sa mort. Quelqu'un n'a même pas encore 60 ans, on lui parle de la mort. Est-ce que c'est pas normal? Et c'est revenu tellement qu'il avait donc l'esprit de la mort autour de sa tête. Dans ce jour-là, quand tu as l'esprit de la mort autour de ta tête, voilà ce qui se passe. La femme était au mauvais moment et parce que lui, il avait déjà attiré la mort, c'est comme ça qu'il a clashé. Je vous prends l'exemple. Souvent, quand vous pensez à quelqu'un très fort, la personne vous appelle. Ça, c'est de l'énergie. J'ai un ami, je vous donne tout un petit exemple. J'ai un ami ici, chaque fois qu'on sortait, on va dans les malls. Ici, quand vous arrivez au parking des malls, il y a souvent plus de 1000 voitures. Mais quand on arrivait, elle fermait la voiture et elle mettait le cadenas sur la clé. Mais chaque fois, je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, non, tu sais, on va voler ma voiture. J'ai dit, on est en plein jour, les 14, qui va voler? Il y a 1000 voitures ici. Ta voiture n'est même pas, tu n'as même pas une Ferrari, tu n'as pas une Bentley. Comment est-ce qu'elle dit, non, on va voler? Effectivement, chaque fois, on se sépare, après m'appelle. Est-ce que tu sais qu'on a volé dans ma voiture? Parce qu'elle a, tout dans sa tête, elle ne faisait que penser, les bandits. Et c'est l'énergie des bandits qu'elle a tirée dans sa vie et dans sa voiture. C'est comme ça. On vit, on est l'énergie. On est comme des aimants. Quand tu penses à quelque chose trop fort, ça arrive. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ne dis pas tout le temps, je suis pauvre. Ne dis pas, ma vie n'est pas bonne. Les trucs comme nous tous, 99% des êtres humains sur la terre le font constamment. Mais on fait seulement l'effort. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui, comme moi, je fais l'effort de ne pas dire. Mais réfléchissez à ça, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Donc c'est pour ça qu'on me dit dans la Bible, ne dis pas des choses. Donc apprenons à dire des choses qui vont valoriser notre vie, qui vont nous donner la vie au lieu de l'amour. Arafat a trop parlé de l'amour. C'est pour ça que quand on met ces vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de l'amour, je n'aime pas suivre tellement, ça me fait mal au cœur. Parce que ça me fait mal au cœur. Moi, je ne pense pas qu'il était dans une franc-maçonnerie ou n'importe quoi, ça c'est des histoires. Il a travaillé pour arriver là où il en est arrivé. Mais malheureusement, il a parlé trop de l'amour. On ne parle pas de l'amour comme ça. C'est un peu comme s'il défiait l'amour sans le savoir.
Et c'est pour ça que ce jour-là, il y a eu ce choc avec cette dame. Malheureusement. Donc l'énergie que vous voyez là, nous sommes faits d'énergie. On est connectés par les énergies. Donc vraiment, qu'on apprenne, que ça nous donne des leçons. Pour ceux qui souffrent de sa disparition, que nous-mêmes dans nos vies au quotidien, qu'on fasse les choses de façon différente. Donc c'est ce que j'avais à dire. Voilà mon hommage pour Didier Arafat. Ceci étant vraiment, je le dis encore, c'est un être extraordinaire. Il a fait des choses, il nous a laissé tellement d'héritage et on regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour voir ce qui se passe derrière. Merci encore d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Au plaisir.